Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Nous partagerons cette émission entre le Maroc et la Belgique. Un Maroc qui aura tenu toutes ses promesses. Un Maroc qui m'aura permis également de faire un maxi-test de la Royal Enfield Classic 350. Nous aurons un comparo entre deux visions du grand tourisme sportif. Face à face, la Kawasaki Ninja 1000 SX 2023 et la Triumph Speed Triple 1200 RR. Une vraie machine à décompresser, c'est vraiment ce qui colle le mieux à cette Yamaha MT-09 SP. Nous ferons évidemment un tour de l'actu un peu chargé. Et enfin, à une course de l'épilogue d'une saison haletante, le Dr Grimm nous parlera de ses bruits de paddock. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux 2 roues de stock. À l'Universel. L'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Aouan, Chênay, Herstal, Serein et Verviers. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 51 de Carter et Piston. Comme vous pouvez le voir, ou vous vous en doutez en tout cas, je suis en plein désert, je suis au Maroc. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait, vous savez que depuis le début de cette année, et je vous en parle régulièrement, j'organise des voyages au Maroc. Je ne fais pas ça tout seul, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et là, bien écoutez, je suis dans le désert d'Agafé. Et c'est la dernière semaine, en fait, la dernière semaine de la saison 2022. La saison 2023 s'annonce d'ores et déjà presque une réussite. On aura aussi l'occasion d'en reparler. Mais avant d'aller plus loin, on va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2022 et voir un peu ce dont les participants ont pensé de ce voyage. Fabuleux, route superbe, amitié, ambiance, rire, rencontre, bonheur, mémorable, merveilleux, intense et bien organisé surtout. Le prochain d'ailleurs on y sera. merveilleux, beau, C'est magnifique. et découverte. De beaux paysages, moto fantastique, confortable, Des paysans, camaraderie, quelle belle leçon d'humanité. À quand l'apéro ? Odeur, C'était une première expérience, mais sûrement pas la dernière. le Maroc est magnifique. Splendeur, inattendu, magique, tournant, beaucoup de tournants. beau et très beau. Je ne sais quoi dire. Le paradis des motards.
Royal. À faire. Relax. Magnifique paysage. On change d'univers tous les jours. Organisation top. Et puis, qu'est-ce qu'on mange bien? Merci à Carter et Piston. Extraordinaire. Plein les yeux. Magnifique. Si, c'est génial. Trois mots. Je veux revenir. Voilà donc pour ce qui est des impressions des gens qui ont participé au voyage en 2022. Juste pour l'anecdote, ils ont tous déjà re-signé pour 2023. Ibrahim, bonjour. Bonjour Thierry, Tu vas bien? ça va et toi? Oui, très très bien, évidemment, forcément, quand on est ici, hein, on ne peut aller que bien. Tu es venu me rejoindre avec cette magnifique 350 classique, Exactement. qui fait partie de la flotte, parce que toi, tu es un peu le responsable logistique, celui qui s'occupe en fait de la flotte des motos qui sont basées à Marrakech. C'est ça. Donc tu t'occupes en fait de l'entretien, de la révision des motos, pour qu'à chaque départ, les motos soient en ordre pour les clients. Mise en service, logistique, tout ce qui est accompagnement, vérification, D'accord? check des poids de sécurité. Ok. L'avantage, c'est que tu es marocain, donc on a pu immatriculer les motos de manière marocaine, on va dire ça comme ça, pour éviter ce qu'on appelle l'importation temporaire, ce qui est quand même plutôt embêtante. On a un parc de combien de motos pour le moment? Actuellement 12 motos. D'accord. 10 motos supplémentaires vont arriver pour début 2023. D'accord, ça nous en fera 22. Et ensuite, on accompagne pour arriver à 25 motos de 3 supplémentaires en 350. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va peut-être réserver pendant un certain temps les 500 au duo, au couple, et que les 350 conviennent de toute façon tout aussi bien, on le voit dans l'essai que j'ai réalisé, aussi bien en solo qu'en couple. Et donc on va pouvoir avoir pratiquement un départ par semaine, puisqu'il faut, pour la petite histoire, le mois prochain nous allons tous les deux aller parcourir le sud marocain pour établir le tour numéro 2. Exactement. Et ce tour, en fait, on va pouvoir le proposer dès maintenant, puisqu'il est pratiquement finalisé. C'est quelques accords hôteliers que nous devons encore trouver. Et donc, on va pouvoir proposer semaine 1, le tour qu'on est en train de réaliser maintenant, semaine 2, le tour numéro 2 que nous allons valider, et ainsi de suite. Et les motos auront l'occasion de se reposer, c'est un peu ça le principe, entre chaque semaine pour pouvoir être en ordre pour le groupe suivant. Exactement. À terme, ça va quand même faire beaucoup de travail. Oui, c'est pour ça qu'ici, on a une équipe sur place. On compte agrandir notre équipe, agrandir la logistique. Donc tout ce qui est véhicule suiveur, remorque, tout ce qu'il faut importer qui n'est pas disponible sur place. Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte quand même que c'est toute une logistique, un voyage comme ceci. Hein. Il y a bien sûr la préparation des véhicules pour qu'ils soient le plus en ordre possible pour les clients. Maintenant, c'est une aventure mécanique, tout peut arriver. On a eu d'ailleurs des pannes parce que voilà, ce sont des motos, ce n'est pas infaillible. On a aussi des pannes humaines, il y a des gens qui peuvent tomber malades. Donc ça reste une aventure humaine et mécanique qui peut s'arrêter, qui peut s'enrayer, et on est là pour essayer de trouver des solutions à tout. Et le bon accord. Et le bon accord, voilà, exactement. C'est ça qui est le plus important. Et donc en fait, à partir du moment où on aura autant de motos, on va pouvoir, j'espère, satisfaire un maximum de personnes en restant fidèle à nos principes. C'est-à-dire des petits groupes. Combien de motos maximum? 8. 8 motos. 8 motos. Toujours accompagnés par quelqu'un avec un véhicule qui va véhiculer les bagages, ce qui va permettre évidemment de voyager léger et de ne pas avoir une moto chargée comme un âne, parce qu'ici d'abord il y en a beaucoup, hein, des ânes. et ensuite de rester aussi fidèle aux valeurs qu'on a voulues, c'est-à-dire la vraie découverte du Maroc.
c'est un peu sortir des sentiers battus, se retrouver dans des endroits comme ceci, traverser des villages où on s'imprègne un peu de la vie marocaine, où on sort des grandes villes et des agglomérations et on découvre ce pays qui est somptueux. Magnifique. Exactement. Toi, tu es un conquis parce que forcément, tu es marocain, mais tu es un belgo-marocain. C'est juste. Et nous, à la base, on vient du Nord. Donc, on a découvert Marrakech et la beauté que ça reflète. On s'est dit, on veut partager. Et c'est pour ça que nous, on veut vraiment être efficace au maximum possible. Oui, voilà. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire durant cette saison 2022 avec des gens qui ont été malades. On a organisé le transport de leur moto jusqu'à l'étape suivante pendant qu'ils étaient dans la camionnette pour récupérer. Donc on a, je trouve, on est parvenu à faire face à tout. Cette semaine, on a eu une moto dont les rayons se sont brisés suite à un passage dans un trou. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais le lendemain, la moto était réparée. Exactement. Et donc voilà, on essaye de faire au maximum pour s'adapter au groupe et que les gens repartent avec la banane. Et pour le moment, c'est bingo. C'est mission accomplie. Ibrahim, merci. On va évidemment avoir l'occasion de se revoir, de reparler de la saison 2023. D'ores et déjà, si vous êtes intéressés, si vous avez envie de partager une semaine d'aventure avec nous, n'hésitez pas. Vous envoyez un mail à cette adresse qui s'affiche ici en dessous. Je me ferai un plaisir, évidemment, de vous envoyer tous les renseignements. Sachez qu'on crée des groupes de 8 au maximum. On assure un départ à partir de 6 motos. Créez un groupe. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos copains, et puis on organise une petite entrevue, si vous voulez, on en parle ensemble, on définit les dates qui vous conviennent le mieux, et on trouvera de quoi vous satisfaire. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous reviendrez avec le Maroc plein les yeux. Bon, sans transition, nous venons de faire quelques milliers de kilomètres pour nous retrouver à Ottignies. On est chez Green Bike. Salut Arnaud. Bonjour Thierry. Voilà, on passe du soleil à finalement encore un peu de beau temps. On est mi-octobre, fin octobre, et on a encore un peu de ciel bleu, donc c'est vraiment pas mal. Arnaud, on est chez toi. Ouais. Les fidèles auditeurs savent ce que tu fais, mais j'aimerais bien que tu rappelles un petit peu ton activité ici au garage. L'activité, en fait, c'est une double activité. C'est une activité qui est complémentaire entre moto et vélo. D'accord. Alors en fait, j'ai racheté le commerce en l'état. Ça veut dire qu'il y avait déjà cette double activité. Donc on a un atelier, comme vous le voyez, moto, ouais. Que j'essaye d'amener de plus en plus vers le monde de la piste et ce genre de choses. D'accord. Bon, doucement mais sûrement, ça prend. On a aussi un atelier vélo qui est là-bas derrière. Et puis le magasin qui, lui, est consacré à 85% pour tout ce qui est vélo, mais vélo électrique, vélo musculaire, VTT, les gros VTT full suspendus, ce genre de choses. Et alors, on vend aussi des scooters de la marque Sim. D'accord, voilà. Ok. Arnaud, il y a quelques instants, nous étions au Maroc. Oui. On va y retourner, l'espace d'un essai. Lors de mon dernier voyage, j'ai roulé sur une classique 350 Enfield, alors que le reste de la flotte qu'on utilise au Maroc, ce sont les 500 Bullet, mais qui ne sont plus produites depuis septembre de cette année, si mes souvenirs sont bons, pour non-respect des normes Euro 4. Et donc c'est remplacé par la 350 qui est faite sur la base de la Météor, qu'on connaît, qu'on a déjà essayé. Et c'était évidemment la bonne occasion, plutôt que de faire un essai d'une demi-journée comme on fait d'habitude sur les motos, ou d'une journée tout au plus. Là, j'ai parcouru 1200 km sur les routes et les pistes marocaines, au guidon de cette moto, et franchement c'était une belle surprise. On repart au Maroc. Rappelez-vous, au mois de février de cette année, j'étais au guidon de cette même 350 classique de cette couleur, mais j'étais dans les Baux-de-Provence. Ici, je suis dans le désert d'Agafé, je suis en fait au Maroc, où je viens de faire un test grandeur nature de ces classiques 350 sur un trip de 1200 km qui était composé principalement de goudron, mais aussi de pistes, de désert comme ici, pas vraiment de sable mou, la moto n'est pas vraiment faite pour ça, mais en tout cas, cette moto a assuré, et même en duo, je suis très surpris en fait des capacités de cette moto. Vous voyez que là derrière, il y a une 500 qui compose en fait la majorité du cheptel qui a accompagné ce voyage. C'est pratiquement que des 500, j'étais le seul au guidon de cette 350. Et en fait, cette moto, c'est vraiment une autre version
de la classique 500. On est sur quelque chose qui fonctionne tout aussi bien. On a 3 chevaux de moins, on a un peu de couple en moins, c'est vrai, on le sent, mais le moteur est plus volontaire, il prend 1000 tours de plus, et de ce fait, je trouve que la différence n'est vraiment pas énorme, et ça permet en tout cas d'envisager de faire des trips, même comme celui-ci, même au Maroc, et même 1200 km sur une semaine. Donc autant vous dire que sur nos routes à nous, sur nos sorties dominicales, voilà une moto qui va en tout cas donner satisfaction, à mon avis, à beaucoup de monde. D'abord pour ses qualités mécaniques générales, pour son confort, parce qu'on enfile des journées de 200-250 km. Sincèrement, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal au séant, et je trouve que la moto vibre peu. De ce fait, elle est effectivement très confortable, ça c'est une chose. On est peut-être tout juste au-dessus des 3 litres au 100. C'est une notion qui en général n'est pas trop divulguée. On n'en parle pas beaucoup dans les tests parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui inquiète beaucoup les motards. Mais bon, là maintenant, au vu du prix du carburant, c'est peut-être quelque chose qui vous décidera aussi à avoir un véhicule comme ceci, même pour aller au boulot. Alors, cette Enfield 350, elle reste dans l'esprit vintage qui essaye d'entretenir évidemment la marque Royal Enfield. La base est exactement la même que la Meteor, et cette base sera déclinée dans, à mon avis, d'innombrables d'autres futures versions, et on aura l'occasion de découvrir sous d'autres versions, peut-être Scrambler, peut-être un peu plus off-road, les qualités en tout cas de ce monocylindre 350 cm3. Par rapport à ma première impression, eh bien en fait elle s'est encore améliorée. Je suis même étonné du bruit parce que là on peut la comparer par rapport au 500. On sait que Royal Enfield avait fort travaillé le bruit de cet échappement de cette 350. Il est rauque, il est rond, il est sympa et on prend vraiment du plaisir à faire des petites envolées de régime. Donc moi je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est aller essayer une 350, regardez les paysages qu'on a traversés ici au Maroc. Cette moto s'en est sortie comme une grande baroudeuse. On a croisé, comme vous pouvez imaginer dans des pays comme ceci, des hordes de motards sur des gros trails de beaucoup de marques différentes, mais en général c'est souvent la même, vous voyez ce dont je veux parler. Et ici, écoutez, cette moto n'a pas du tout à rougir de la comparaison. Pour se balader sur les petites routes marocaines, sur les petites routes ardennaises à 50-60 à l'heure avec la banane, ça, c'est top. Voilà pour cette Enfield 350 qui vraiment m'a donné pleine satisfaction, qui peut même le faire en duo, donc une excellente remplaçante de la 500. Arnaud, quand on voit le niveau de performance atteint par des motos, on va dire de production, qui sont proposées maintenant par les constructeurs, je pense à Ducati avec sa dernière Panigale R 240 chevaux, ou des poussières, la nouvelle BM S1000 RR M, que tu vas d'ailleurs bientôt essayer. Toi, tu proposes de la prépa moto, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus là-dessus? Bien, en fait, si tu veux, aujourd'hui, la grosse différence par rapport à il y a quelques années, c'est que la plupart des motos sont préparées, mais les moteurs restent stock. On ne touche pas aux moteurs. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est en général... Je te coupe, mais bon, 240 chevaux, est-ce que... Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est pour ça qu'on ne va pas en chercher plus. Et de toute façon, les moteurs sont fiabilisés, sont faits aujourd'hui avec des techniques industrielles qui font que, oui, les rodages, il faut les faire, mais sont beaucoup moins importants qu'avant.
Et les motos sont au top. Quand on parle de préparation, pour une préparation, je dirais piste, en fait, c'est principalement au niveau des suspensions, enlever le carénage d'origine, alléger la moto, enlever tout ce qui sert à l'homologation, donc les phares, les clignotants, tout ça, déjà ça fait gagner pas mal de poids. Et puis c'est vrai que... En cas de chute, ça fait des frais en moins, quoi. Oui, absolument, oui, absolument. Et puis on les enlève de toute façon parce que c'est dangereux, parce qu'un clignot qui casse, un phare qui casse, c'est du verre. Donc pour ceux qui suivent, en fait théoriquement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est obligé de mettre du tape sur les phares et tout ça quand on va sur piste et qu'on n'a pas ce qu'on appelle un polyester. Mais les préparations, c'est principalement, alors c'est de la suspension, c'est aussi des poignées de gaz tirage rapide, c'est mettre des polis, c'est mettre un amortisseur de direction quand c'est pas le cas. C'est surtout principalement améliorer, je vais dire, la partie cycle et alléger la moto, malgré qu'elle soit déjà fort légère. Un truc qu'on fait pour la majorité des vrais pistards, une fois qu'on commence à être vrai pistard, on enlève l'ABS aussi, parce qu'on enlève du poids, mais en fait on freine quand même plus fort sans ABS, l'air de rien. Et les motos, avec la technologie qu'elles embarquent maintenant et l'électronique embarquée, on est capable d'enlever un ABS sans modifier complètement l'électronique de la moto? Oui, absolument. En fait, alors ou bien on passe par des petits boîtiers, des boîtiers additionnels. C'est pas vraiment des boîtiers additionnels. En fait, on appelle ça chointer le système. C'est juste une boucle où il y a parfois un peu d'électronique dedans, et c'est pour mentir au reste du système, en fait, tout simplement. Mais sur certains modèles comme la GSX-R 1000 qui est ici, qui est la mienne, eh bien là en fait on a supprimé l'ABS, on a laissé la centrale ABS là où elle est, on a juste rebouché les trous, et donc ça veut dire qu'à partir du moment où elle est physiquement là et qu'elle est encore branchée, le système met un petit voyant par rapport à l'ABS, mais en fait la moto marche parfaitement et il n'y a aucun problème électronique lié à ça, à part que voilà. Quand on voit le MotoGP par exemple, et le niveau d'électronique embarqué maintenant sur ces motos-là, est-ce qu'ils ont de l'ABS ou pas? Non, bien sûr que non. Ils n'ont pas d'ABS. Mais oui, bien sûr que non. On a quand même un niveau de performance assez dingue dans les ABS. Oui, mais en fait, l'ABS a un seuil de sensibilité qui fait que pour aller droit au but, quand il y a trop de pression qui arrive dans le boîtier, en fait, le boîtier ne peut comprendre qu'il y a un défaut, qu'on est en blocage ou quelque chose comme ça, et en fait, il rallonge. Ça veut dire que, moi je l'ai eu avec celle-ci et plein d'autres. Ça relâche la pince en fait. Oui, en fait, on sent dans le levier une sorte de vibration, et en fait, c'est le système qui lâche et qui reprend, qui lâche, qui reprend. Et en fait, malheureusement, ça allonge les freinages, et en plus, ça les rend incertains parce qu'on ne sait pas très bien comment ça va se comporter. Ça, c'est quand on freine fort. Maintenant, moi, je l'ai eu avec pratiquement tous les modèles que j'ai essayé, les hypersports, que ce soit chez Honda, que ce soit Suzuki, que ce soit Ducati, quand vraiment on sollicite très fort les freins sur circuit et qu'on a un ABS, il y a un moment, il y a une limite. Ouais. Raison pour laquelle presque tous les compétiteurs, enfin pas presque tous les compétiteurs l'enlèvent et il n'existe pas en compétition. Parce que je pense par exemple à la qualif du dernier GP, où on voit Bagnaia qui rentre un peu trop sur les freins et puis bon, il tombe. On se dit que là peut-être l'ABS pourrait les aider, mais bon, apparemment le système n'est pas encore assez pointu pour le niveau de pilotage. Une fois qu'on est vraiment en piste, quoi. Non, je pense qu'il faudrait calibrer. Déjà, il y a une première problématique, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand on a un ABS, ça veut dire que la durite, il y a une durite qui part du maître cylindre de frein, qui part jusqu'à la centrale, et puis de la centrale qui repart et qui va aux étriers. On allonge le circuit. Voilà, donc on allonge, on a une quantité de liquide qui est différente, une perte de sensibilité inévitable par rapport à la longueur. En plus, c'est géré par un boîtier, et alors il y a aussi la chaleur, surtout en MotoGP. Donc en fait, ça va faire chauffer tout le système, ça va faire chauffer, mais ça va faire aussi chauffer le boîtier. Et donc, voilà, c'est globalement pas fait pour la compétition, quoi. D'accord. On va rester dans la performance avec le prochain essai. On va rester avec des machines qui, en cumulant leur nombre de chevaux L2, on dépasse allègrement les 300 chevaux. On va parler de la Kawasaki Ninja 1000 SX modèle 2023,
qui fait 142 ou 146 chevaux, si mes souvenirs sont bons, et de la Triumph Speed Triple RR, que tu as eu l'occasion d'essayer lors de sa sortie, qui elle fait 180 chevaux, 2 pur sang, mais 2 GT avec 2 approches au niveau design radicalement différentes, mais 2 motos vraiment full plaisir, on découvre ça ensemble. Alors en fait, cette moto, on l'a déjà présentée à de nombreuses reprises. Ceci est la version 2023. Qu'est-ce qui change? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui ne change pas? C'est évidemment ce fabuleux 4 cylindres de plus de 140 chevaux. C'est vraiment un moteur à 2 visages parce qu'il est très très coupleux. Il vous permet d'avancer à 30 ou 40 km/h en 4e, voire même en 5e vitesse, d'ouvrir les gaz et ça part en grand. On passe l'assise jusqu'à la vitesse maximale, où là évidemment la puissance arrive et on arrive au rupteur à environ 11 000 tours, mais là on est dans une autre dimension. Ça ne change pas, on est toujours sur ce châssis rigide, sur ce châssis sain qui permet de s'amuser, mais qui offre aussi du confort. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? On a un nouvel écran TFT, on a un régulateur de vitesse de série, ça c'est la version SX équipée avec les valises latérales. C'est une moto qui n'offre pas de surprise par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce qu'on connaît, mais cette version 2023, outre quelques modifications de look et de décoration, reste sensiblement la même moto qu'en 2022, avec quelques petites améliorations qui font qu'on est encore un peu plus dans le confort, on est encore un peu plus dans le grand tourisme. La position n'est pas du tout fatigante, on est un peu en avant, mais finalement relativement assez pour avoir une position sportive, et puis d'un autre côté relativement confortable, parce qu'au fil des kilomètres on se rend compte que cette moto confortable elle l'est. Elle le sera aussi pour le passager par rapport à une selle très haute par rapport à celle du pilote, ce qui permet aux passagers d'avoir une vue au-dessus du pilote, ça c'est très bien, et de belles poignées de maintien latéral. C'est important avec une moto qui accélère aussi fort, mais aussi qui freine aussi fort, parce que sur cette moto, tout suit, tout est à l'avenant. On est vraiment dans le savoir-faire de Kawasaki, dans ce que Kawasaki a toujours démontré, des motos puissantes, sportives, mais qui avaient aussi la capacité d'offrir de la balade et de l'amusement, parce qu'on a en fait un condensé de tout. Voilà, moi vous savez ce que j'en pense en général de Kawasaki, c'est une marque que j'aime beaucoup, parce qu'en fait c'est une des dernières marques japonaises, avec Yamaha je crois, à continuer à un peu nous faire rêver et à faire de belles motos. Je ne dénigre pas les autres, mais c'est un peu pauvre pour le moment chez les concurrents nippons. Alors voilà, cette version 2023, elle sera déjà disponible à partir du mois de novembre. Le prix officiel n'est pas encore annoncé, on sera aux alentours de 15 000 € sur cette version SX. À nouveau, les essais évidemment vont commencer à devenir un peu plus compliqués. On profite des derniers beaux jours d'une saison fantastique que nous avons eue, et il faudra penser à aller essayer cette moto quand vous serez à l'achat peut-être l'année prochaine, ou en tout cas en début de saison. Kawasaki 1000 Ninja SX, on est sûr de ne pas se tromper. On est sûr de ne pas se tromper aussi en emmenant madame en week-end. Il y a de la place dans les valises. On peut regretter qu'elles ont une très belle forme, mais si on avait eu une forme un peu plus arrondie ici, ça aurait permis beaucoup plus facilement de mettre un casque. À part ça, cette moto, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Au niveau de la bulle, on a une bulle ici qui permet d'avoir une protection relativement efficace. Et en fait, l'aérodynamisme de cette moto fait que à haute vitesse, on est de plus en plus protégé, on est dans une sorte de bulle. Et sous la pluie, je dois avouer aussi que c'est assez impressionnant, parce que finalement, les genoux sont bien rentrés ici. L'aérodynamisme fait qu'en fait, on évacue l'air par l'extérieur, et cette bulle fait aussi office d'une très très bonne protection sous la pluie. Voilà, moto qui tirera son épingle du jeu même en ville par la souplesse de son moteur, mais évidemment, son terrain de jeu à elle, c'est évidemment les grands espaces. Bon, il est un fait que cette Ninja n'est pas seule sur le marché à présenter
de la sportivité et aussi du tourisme, c'est ce qu'on appelle les GT. On va parler d'une autre GT, on va la mettre en concurrence en fait avec une autre machine qui est aussi une machine un peu mythique et qui nous vient d'Angleterre. Je veux parler de la Triumph Speed Triple RR, où là aussi, contrairement au design Sugomi qui est ici mis en exergue sur la Kawasaki, on est en Angleterre, on est dans quelque chose d'un peu plus traditionnel. On va aller voir ce que vaut cette Triumph par rapport à cette Kawasaki. Même si on bénéficie d'une arrière-saison ensoleillée qui nous permet de profiter encore de nos motos, il faut bien avouer qu'avec ce type de machine, sur des routes de campagne, avec des entrées de virage dans les sous-bois qui sont encore humides et garnis de feuilles mortes, on aborde ça avec circonspection. 180 chevaux entre les jambes, même s'il y a de l'électronique qui nous aide, il faut quand même rester prudent. Bon, alors est-ce que ces deux motos sont comparables ? Oui, on peut comparer cette machine à la Kawasaki Ninja 1000 SX, modèle 2023. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est vraiment dans le grand tourisme sportif. Alors ici, du sport, évidemment, il y en a peut-être plus que chez Kawasaki. On est avec 180 chevaux, donc ça fait environ 20% de différence de puissance. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est l'exploitation des moteurs. Alors, si on doit donner des critères de comparaison, on va peut-être d'abord parler du look. Alors bon, tout ça est toujours une affaire de goût, évidemment, mais je donnerai quand même une prédominance au design et à la finition de la Triumph par rapport à la Kawasaki. Quand je dis finition, c'est pas au niveau de l'assemblage des pièces ni de la qualité de celle-ci, parce que franchement, c'est très très bien chez Kawasaki et vous le savez. On est sur un design global un peu plus léché, on est avec des pièces plus haut de gamme, on est évidemment pas non plus dans la même gamme de prix, on est ici un peu plus cher. Donc je vais donner un avantage au design chez Triumph. Par contre, si on parle de polyvalence, alors là je vais donner l'avantage à la Kawasaki. Pourquoi ? Parce que cette Kawasaki peut vraiment tout faire, même si à un moment donné on s'aventure sur un circuit, là on aura quand même un avantage avec cette Triumph. Et cette Triumph en fait est munie de liaisons au sol Öhlins aussi bien à l'avant qu'à l'arrière qui sont gérées de manière électronique. C'est un véritable régal comme retour d'information et liaison au sol. Donc forcément sur circuit on aura un avantage avec cette moto, mais qui va aller vraiment s'amuser sur circuit avec ce genre de machine? Si c'est pour faire du grand tourisme, on peut le faire avec cette moto parce que malgré tout elle est confortable. Forcément on a un appui sur les poignets qui est plus important et donc peut-être une fatigue à ce niveau qui sera plus vite atteinte qu'avec la Kawasaki qui offre une position de conduite un peu plus confortable. Alors bon, ce match en est-il un? Oui. Parce que franchement, on se retrouve sur deux machines full plaisir, vraiment, qui peuvent le plus et qui peuvent le moins. On peut rouler en 4e vitesse à 40 à l'heure, même moins avec cette moto. On ouvre les gaz, le 3 cylindres est volontaire. Le 4 cylindres là va avoir encore un petit avantage par rapport à la Triumph. C'est davantage encore de souplesse que sur ce moteur. En fait, c'est à vous de savoir vers quoi vous voulez vous orienter. Chez Triumph, on aura peut-être un petit avantage au niveau du design. Encore que tout ça est une question de goût. On aura aussi, bien sûr, un peu plus de chevaux, une possibilité d'aller de temps en temps mettre ses pneus sur un circuit. Il est un fait que si on fait une petite faute sur un circuit, avec une telle moto, on va vite avoir des frais. La Kawasaki est peut-être moins destinée au circuit, encore que il y a moyen de s'amuser beaucoup de motos sur le circuit. On a déjà vu lors de journées de roulage à Mété, des gens s'amusaient avec des gros trails sur circuit, donc il n'y a pas d'exclusivité à donner. On aura un peu plus de confort chez Kawasaki, on en aura un peu moins ici. J'aurais préféré une bulle un peu plus haute à partir d'une certaine vitesse. Je trouve que la protection n'est pas suffisante. Une bulle dessinée un peu plus haute aurait donné, pour un pilote de ma taille, en tout cas, un peu plus de protection. Pour le reste, la position de conduite, moi, ne m'a pas gêné du tout, malgré ma grande taille, malgré l'appui sur le guidon. Il suffit de changer de position un peu de temps en temps et ça passe. Donc voilà, un match particulier en fait
entre deux machines débordant de puissance, débordant de polyvalence avec un petit plus à la Kawasaki, débordant de sportivité avec un petit plus à la Triumph. Dans les deux cas, ces machines font parfaitement le job parce que les liaisons au sol sont vraiment de grande qualité, tenue de route sans reproche, confort pareil, freinage au-dessus de tout soupçon, ça freine très très fort des deux côtés. On est vraiment dans le haut du panier de la production motocycliste et on est sûr de se faire plaisir, aussi bien en les regardant qu'en roulant avec. Voilà, deux machines qui viennent un peu clore les essais de fin de saison. On va avoir, à mon avis, de plus en plus de difficultés à rouler ici, en tout cas à pouvoir exploiter de telles machines, parce que les conditions deviennent un poil délicates. Mais je vais quand même encore aller profiter un tout petit peu de ce beau soleil que nous offre cette fin du mois d'octobre, pour aller profiter de ces deux merveilles. On se retrouve plus tard. Voilà pour l'essai de ces deux motos qui sont vraiment des motos full plaisir, parce que aussi bien la Triumph que la Kawa offrent un agrément moteur qu'on conduise calmement ou de manière un peu plus énervée, c'est juste un plaisir fou. Ouais, moi la Speed Trip, quand j'avais été l'essayer, j'avais pris énormément de plaisir, moto très agréable, moteur fabuleux, et aujourd'hui ça devient rare entre guillemets parce que tout est un peu polissé par ces normes. Et le moteur de la Speed Triple est terrible, mais Kawa fait quand même toujours aussi des moteurs fantastiques. Oui, c'est incroyable. Et donc là c'est clair que ces deux moteurs-là donnent beaucoup de plaisir. Oui, tout à fait. Bon, on va être un peu moins rigolo. On traverse une crise majeure, difficile, où l'énergie vient mettre un peu à mal la ressource de bien des ménages. Oui. Avec une essence ou un gasoil à plus de 2 €, un mazout de chauffage à 1,50 €, un gouvernement qui est d'un immobilisme consternant. On se dirige vers un hiver difficile. On ne va pas faire de la politique ici, on va plutôt essayer de réfléchir et de se dire, tiens, n'y a-t-il pas des solutions pour avoir une mobilité qui nous permette de respirer un petit peu en mettant un peu moins d'euros dans nos réservoirs. J'ai fait des calculs rapides, je n'ai pas poussé ça à la dernière équation. Si on prend une voiture qui fait 15 000 km par an en déplacement professionnel, c'est-à-dire pour aller au boulot, qui fait 6 et 7 litres au 100, on est aux alentours au prix de l'essence ou du gazole actuellement, aux alentours de 2 300 € de frais de carburant. Si on prend un scooter 50 ou 125 cm3, on parle de déplacement urbain et on parle aussi de machines thermiques, d'accord ? Oui. On est à 600-650 €. Donc voilà déjà un fameux gradient. Divisé par 4. Divisé par 4 par rapport à l'utilisation d'une voiture. Si maintenant en plus on prend un vélo électrique, on divise encore ce chiffre par 10 et on est aux alentours de 60 €.
Alors, voilà de quoi réfléchir à la manière de se déplacer et de se dire, tiens, pourquoi pas finalement, de se dire, je vais quand même peut-être investir dans un véhicule léger, un scooter de basse cylindrée, qui soit électrique ou thermique. Je crois que le thermique a encore son mot à dire pour le moment, surtout sur les consommations qu'ils offrent, ou un vélo électrique parce que je n'ai pas de grande distance à faire, surtout dans des villes comme Bruxelles, où on se déplace maintenant à 30 km/h. Je crois que le scooter a encore vraiment de l'avenir devant lui. Oui, clairement, le scooter reste vraiment quelque chose qui était en perte de vitesse et qui reprend de la vitesse en termes de vente parce que ça devient une solution. Moi, j'ai des clients qui viennent et qui s'interrogent et qui, d'ailleurs, c'est toujours difficile de les aiguiller correctement parce que ils sont à l'achat entre un vélo électrique et un scooter et ils ne savent pas très bien lequel des deux choisir. D'accord. Pourtant, on est quand même sur des choses radicalement différentes, mais ils se posent des questions. Ça veut dire que les gens sont vraiment interrogatifs par rapport à voilà, ce qui va être le plus facile à utiliser. Voilà, il faut se rappeler que le vélo, c'est quand même du sport. Hein, donc ça veut dire tous les matins et tous les soirs revenir. C'est bon, alors certes électrique, mais il faut quand même pédaler. Il faut quand même encore toujours pédaler. Bon, le scooter, c'est plus, on lève la selle, on peut mettre son casque, on monte dessus, on tourne la clé, on est parti. Il y a quand même un côté pratique qui est sympa. Oui, il y a un côté très pratique. On met son sac avec son ordi. On peut être deux, on peut faire des courses, on peut mettre... bon, moi, je vais dire deux scooters sur 3 vendus est vendu avec un top case dans lequel on peut mettre des choses. Donc, voilà, il y a du pour et du contre dans les deux, mais c'est sûr que le 2 roues, surtout en milieu urbain, bon maintenant il y a aussi la trottinette, mais bon ça c'est encore un autre sujet. Oui, mais bon, restons sur des choses qui sont... moi je trouve ça extrêmement dangereux. Ce matin en venant, c'est pas plus compliqué que ça, j'en ai encore croisé un qui finalement a décidé de tourner sur un passage pour piétons en mettant son pied comme clignoteur. Donc il faut arrêter avec ça. Oui, on est d'accord. Enfin moi le seul truc qui me rend fou c'est qu'ils n'aient pas de casque. Mais bon ça c'est voilà, de plus. Mais de bon, toute façon, revenons au scooter en fait. Et bon, restons dans la gamme 50 ou 125 cm3. Le 50, on va vraiment faire du déplacement intra-urbain parce que ça n'a quand même pas une vitesse de déplacement folle. Le 125, ça devient déjà beaucoup plus sympa. Qu'est-ce qu'il faut compter comme budget pour acheter un tel engin ? Alors, par exemple chez Sim, ben bon, il faut se rappeler que la concurrence suit et qu'on est à peu près toujours dans les mêmes tarifs, hein, soyons clairs. Moi, je vends en Sim, eh bien, un 50 cm3 qui soit en 25 km/h ou en 50 km/h, il n'y a pas de différence de prix. Et le premier prix, c'est 1 999 €. Donc, on est à 1 euro des 2000. Donc, si je compte en fait mon calcul de tout à l'heure, en fait, il est amorti en une année déjà. Ah oui. Pratiquement. Oui. Oui, sauf au niveau comptable, on va te le mettre en 3 ans d'amortissement. Oui, sauf si tu es un particulier. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais ça coûte moins de 2000 €. Et en plus, pour quelque chose de vraiment fiable. Parce qu'en fait, dans la gamme Sim en 50 cm3, j'ai des véhicules qui vont de 1999 jusqu'à 2699. D'accord. Et en fait, ce sont des niveaux de finition, parce qu'en fait, la base technique, les moteurs et tout ça sont les mêmes. En fait, c'est juste purement de la finition, de la taille de roue, enfin quelques petites options qui fait que le prix monte fort, mais on est sur la même base technique. Voilà, d'accord. On va compter quoi ? On va faire combien de kilomètres avec un train de pneus ? Je dirais 10-12 000. Donc on va changer peut-être de pneus une fois par an ? Ouais. Budget ? 2 fois 70, 5, 150 € de pneus plus montage, on est à 200 €. Quoi. Voilà, ok. De toute façon, sur une voiture, c'est pareil, hein, ça s'use aussi. Oui, on est bien d'accord. Et un entretien par an, j'imagine. Oui, tout à fait. Et un entretien classique, en général, c'est entre 110 et 130 € pour un entretien de scooter. Un entretien à 3000 ou 6000 ou 9000 km par exemple. Donc le scooter, ça reste une belle solution, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'aussi, en fait, on a un peu plus de protection que sur un vélo, on peut monter un pare-brise, voilà, ça se faufile partout en ville, ça se parque partout. Pas mal de grandes entreprises ont des emplacements réservés pour les 2 roues qui ne coûtent rien du tout, donc il faut y penser. Si on n'a pas des grands déplacements à faire, il suffit de s'acheter une fois un petit équipement un peu sympa, mais qui est très vite amorti par rapport au coût d'utilisation du véhicule. Absolument. En plus, aujourd'hui, ils font vraiment des habits pour ce genre d'utilisation qui sont agréables à porter, qui n'ont même pas l'air d'habits particulièrement. Voilà, exactement. C'est pas mal foutu. Moi, je suis étonné par rapport au nombre de 50 cm3 que je vends en 25 km/h.
Donc des gens qui n'ont pas du tout de permis. Ça, j'en vends énormément. Ah oui. Et ça m'étonne toujours parce que je me dis, allez, 25 km/h, c'est la même chose qu'un vélo électrique qui est limité à 25 km/h. Bon, 25 km/h, c'est quand même pas grand-chose. Oui, moi ça me fait peur, ce genre d'engin, parce que je trouve que c'est un peu des chicanes mobiles. Ouais. Ça n'a aucune reprise pour rien, mais bon, voilà, maintenant celui qui n'a pas de permis, qui n'en a pas passé, c'est une solution de mobilité. Oui, c'est une solution, mais je me dis c'est vrai que moi, j'hésiterais pas, enfin, personnellement, on l'a tous fait, puisque forcément on est là, c'est de passer le cap et de se dire, à l'époque, enfin, moi je me rappelle quand j'étais gamin, à 15 ans, je ne pensais qu'à une chose, c'était passer mon permis 50 cm3 pour pouvoir me déplacer. Je veux dire, c'était une priorité. Au même titre que ça a été une priorité à 17 ans et demi de passer mon permis pour avoir ma moto à 18 ans. On a tous fait pareil. Ouais. Et ça a complètement changé. Aujourd'hui, les jeunes, moi je vois les fils et filles de ma famille, à 18 ans, ah oui, on va y penser. Enfin, mon fils qui a 15 ans, je lui dis, un petit scooter à 16 ans, non, je vais aller en vélo à l'école et tout. Oui, en fait, ils sont plus dans le mode déplacement. Nous, on avait déjà un peu le côté passion derrière, mais on a vécu à des époques différentes. Ouais. Je vais te raconter le passage de mon permis à 16 ans. En fait, je cassais les pieds à mon père, il n'y a pas d'autre mot, pour aller chercher mon Suzuki AC50, que tous les gens de mon âge connaissent. Et puis, bon, on est allé les chercher un jour. En fait, on l'avait acheté d'occasion. Je me rappelle encore le prix, 17 000 francs belges. C'était 22 000 nouveaux. Mais 17 000, c'était bien. Il avait 1200 km, il était magnifique comme neuf, totalement débridé. Ça, je ne l'avais pas dit à mon père. Et donc, on est rentré à la maison. Je suivais mon père. Et en descendant de la voiture, il m'a dit, ça marche bien quand même. Je dis, oui, c'est bien. Et puis, je dis, écoute, je vais le montrer à mes copains. Pop, pop, pop. Il m'a dit, si tu dois tourner à gauche, tu fais quoi ? Si je dois tourner à gauche, je mets mon clignoteur, je regarde dans mon rétroviseur et je tourne la tête. Ça va, tu peux y aller. Donc je venais de réussir mon permis en fait. Ah oui, voilà. C'était comme ça, parce que moi je n'ai pas passé mon permis. À 18 ans, j'ai passé un permis auto, mais qui me donnait l'accès directement à 1000 cm3. Mais on parle d'une autre époque. Moi, j'ai dû passer mon permis 50 et mon permis pour les gros cubes. Mais tu es jeune. Voilà. Mais maintenant, je vois, et c'est vrai que ça a un certain coût, et je comprends que les jeunes soient freinés. C'est pour se dire, juste pour une transition de 2 ans, de scooter, ce genre de choses, c'est un permis à passer, ça a un coût. Bien sûr. Et voilà, et pour ceux qui veulent rouler en 125, donc maintenant, si tu as ton permis voiture, tu peux rouler en 125. Et par contre, moi, la dernière fois qu'on avait roulé ensemble en scooter et qu'on avait mis un 125, j'avais été très étonné de... Ça marche bien. Ça marche super bien, en fait. En fait, c'est suffisant, largement suffisant pour se déplacer au quotidien sur le réseau routier belge. Et même prendre une nationale un peu plus rapide, sans aucun problème. Ça m'avait vraiment étonné. On parle de rapidité. On a parlé de GT tout à l'heure, on va aller un peu dans la sportivité, ou plutôt dans une machine à décompresser. On va aller découvrir une moto qui a juste ce qu'il faut comme puissance, qui a un châssis super, qui a des suspensions d'enfer, qui freine super bien. Je parle de la Yamaha MT-09 SP. Vraiment un jouet pour se dire, après journée, j'ai dit, ouf, j'ai passé une journée compliquée. Je vais aller me faire une petite heure de moto, on découvre ça. Philippe, MT-09 SP, ça te change du quotidien avec ta Tracer 700? C'est pas la même chose, c'est pas le même moteur. On sait que ce tricylindre, il est hyper efficace, il fait un bruit de dingue, il monte, il n'aime que ça, monter dans les tours. Et puis, effectivement, c'est pas la même destination. En fait. Non, c'est une moto de canaille. Hein. C'est une moto de canaille. Je suis peut-être pas assez canaille, ou je suis peut-être plus assez canaille, ou en tout cas pas sur 2 roues. mais voilà. Mais la Tracer, c'est vrai que c'est un outil de travail quasiment pour moi. Je peux tout faire avec ça, c'est confortable. Ça, c'est un peu plus bout de bois, mais qu'est-ce que c'est jouette et ça ne demande qu'une chose, c'est de tomber. C'est d'y aller. Et tu parles de bout de bois, mais en fait, relativisons un peu les choses. On est sur de l'Öhlins, on est sur des suspensions qui sont évidemment 10 crans au-dessus de la version MT-09 normale, ce qui donne à cette moto
un retour d'information du train avant exceptionnel et un confort et une tenue de route qui change littéralement toute la moto Clairement. par rapport à une MT-09 normale. Non, clairement, c'est fait pour jouer, quand je dis pour tomber dans les virages. Oui, soyons Et clairs. vous la placez, elle bouge plus. C'est un rail. Bang, Ouais, ouais. c'est tout. Alors le petit compromis, c'est qu'effectivement c'est moins confort qu'un trail avec une selle confort, machin. Voilà, C'est vraiment la moto qui est faite pour aller se changer les idées une heure après le boulot et aller un tout petit peu se sortir du quotidien et de la morosité, parce que de la morosité cette moto, ça n'existe pas. C'est un 3 cylindres, ça fait 120 chevaux, c'est équipé d'un shifter up-down qui est jouissif. Tout à fait, Vraiment, bien. ça monte, ça descend, il y a ce bruit quand on claque les rapports en descendant, c'est vraiment assez exceptionnel. Écran TFT, il est vrai de petite taille, mais bon, a-t-on besoin de plus? On a un design particulier. J'aime beaucoup cette partie de la moto, en fait. Je suis un peu plus partagé sur cet avant. Mais tu m'as dit ça. Voilà, bon, maintenant, c'est un vrai roadster. Oui, avec sa gueule lenticulaire, sa petite lenticulaire qui lui donne une gueule particulière. C'est vrai que l'avant, on a l'impression, on aurait voulu qu'ils en fassent un petit peu plus. Ça fait partie des petits défauts. Il y a 2-3 trucs de finition. Il y a le klaxon qui est placé à un endroit apparent. C'est pas très beau. Elle a un rayon de braquage. Ça, par contre. Oui. Qui est vraiment J'allais venir, limité. mais tu l'as dit avant moi. Effectivement, je crois que c'est son principal défaut, parce que l'onctuosité et la souplesse de son moteur en ferait une moto qui serait très à l'aise dans nos villes. Malheureusement, son rayon de braquage est tellement faible qu'elle vous empêcherait de slalomer entre les voitures, ou alors il faut que les voitures laissent un peu d'espace. Effectivement. Donc ça c'est vraiment, et même au quotidien, je veux dire à demi-tour sur une petite route, c'est un peu compliqué, c'est dommage parce qu'il y a la place pour en donner un tout petit peu plus du rayon de braquage. Il y a peut-être une raison, mais qui comme ça m'échappe. Frein, mais bon, moi je suis assez freinage avant Yamaha, j'aime bien, donc je sens vraiment bien. J'adore ça, l'arrière aussi, elle se place. Vraiment rien à dire à ce niveau-là. Tu as raison, l'écran TFT, il ne faut pas beaucoup plus que ça. Les commodos tombent facilement en main. Voilà, c'est une moto sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire si on garde bien à l'esprit ce pourquoi elle est destinée, c'est-à-dire vraiment pour s'amuser. Donc on est avec, je le répète, du KYB à l'avant et de l'Olins à l'arrière. Ce comportement moteur, ce 3 cylindres, on le dit, on le redit, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Moi j'adore, je suis vraiment super fan, ça monte facilement, mais on a quand même du frein moteur, ça fait un joli bruit, voilà, le demande qui est avancée. La protection, on pourrait croire comme ça qu'il n'y en a pas du tout, mais en fait jusque 120, au-delà ça devient compliqué, mais jusque 120, 130, il n'y a pas trop de soucis. Oui, à 140, on commence vraiment à se dire, je vais un peu vite, et finalement, c'est presque un garant. Parce qu'avec une telle vélocité, on est à moins de 200 kg, donc c'est une moto qui est très vive. On pourrait se dire, à un moment, on peut se laisser emporter. Et puis, à un moment donné, la vitesse vous plaque ici sur les épaules, et vous vous dites, là, je suis peut-être un peu... Et puis à 140, ça veut dire qu'on est déjà sur les autoroutes allemandes, donc ça veut dire qu'on se dit à ce moment-là, on va rentrer à la maison. Oui, c'est ça, il est temps de rentrer. Voilà. Oui. J'oubliais ce détail important. Effectivement. Oui, absolument. Bon, voilà, vous voyez sur les images qu'en fait, on s'est bien amusé avec cette moto. C'est une moto qui, même sur les routes automnales, permet de faire un peu chauffer les pneus. Je lui trouve une très belle gueule avec ce très très beau gris. J'adore ici au soleil, il est magnifique, avec le bleu Yamaha qui vient ici. Voilà, vraiment une chouette moto, un chouette roadster qu'on pourrait mettre en concurrence avec une Speed Triple RR, même si on est avec beaucoup plus de chevaux là-dessus, on pourrait la mettre en concurrence avec une Kawasaki Z900. Voilà, vraiment une moto qui permet de faire du quotidien quand même, malgré tout, mais surtout une bonne dose d'amusement quand on revient du boulot ou qu'on y va. Donc on arrive au boulot avec le sourire et on rentre chez soi avec le sourire. Finalement, cette moto devrait peut-être faire partie de la liste des cadeaux de Noël que les femmes vont offrir à leur mari. Ils auront toujours le sourire. Mesdames, il est cadeau. Bon, allez, on se retrouve à la prochaine. Voilà pour ce qui est de ce jouet génial qui est cette Yamaha MT-09 SP.
Arnaud, on va parler maintenant quand même un peu vélo, parce que même si c'est une émission moto ici, on parle de vélo électrique. Combien est-ce que je dois compter si je veux m'acheter un vélo électrique qui va me faire du déplacement? Je ne parle pas des vélos de gamme, des VTT, je m'achète un vélo pratique, avec une autonomie suffisante. Je ne sais pas ce que ça offre maintenant un vélo électrique, mais voilà, combien est-ce que je dois compter? Je dirais que la barre, il y a une barre à ne pas dépasser vers le bas, j'ai envie de dire. En fait, il faut dépasser 2000 €. Dès qu'on est au-dessus de 2000 €, on commence à avoir vraiment des vélos que je vais qualifier de qualitatifs. Là, on va commencer à avoir des vélos. Je dirais que la plupart du temps, parce qu'on voit aujourd'hui des prix parfois en dessous de 2000 € et parfois même largement en dessous, mais la principale priorité quand on achète un vélo, c'est bien de s'assurer qu'on a un service après-vente pour la partie électronique. En fait, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'était vraiment malin de dire qu'en fait, le vélo électrique, en fait, c'est le mariage de deux choses qui n'auraient pas dû se rencontrer. Parce qu'en fait, un vélo, c'est fait pour aller à l'extérieur, et donc c'est fait pour se balader, tout ça. Et l'électrique, c'est quelque chose qui déteste l'humidité, c'est quelque chose qui n'aime pas être mis dehors, et tout ça, et on joint les deux. On en fait quelque chose de tout à fait performant, et aujourd'hui, tout est bien fait. Il est vrai qu'un vélo comme ça, les gens qui roulent toujours et tout ça doivent vraiment avoir un garage fermé pour pouvoir au minimum mettre le vélo au sec. Voilà. Les gens qui me disent je voudrais acheter un vélo électrique mais il doit dormir dehors et il reste dehors, je leur dis toujours que c'est pas du tout une bonne idée, voire pas Qu'est-ce qu'on peut espérer comme autonomie maintenant d'un vélo électrique dans ces gammes de prix-là? Eh ben, à partir de 2000 €, enfin de toute façon, aujourd'hui c'est un petit peu standardisé, ça veut dire que la batterie de base c'est une batterie de 500 watts. Et moi j'annonce pour les vélos avec batterie de 500 watts, quelle que soit la motorisation, tu as des motorisations qui sont parfois un peu moins énergivores comme le Shimano et d'autres comme ça, mais je dis toujours entre 80 et 100 km pour une batterie de 500. Maintenant on est en train de voir, il y a de plus en plus de batteries de 630 et moi j'ai même des vélos avec des batteries de 720. La marque BH, marque espagnole que je vends, qui est une marque centenaire, ils ont lancé une batterie de 720 et il y a déjà 3 ans. Et avec ça, tu es parti pour 150 km. Quoi. Ouais. Ce qui est évidemment largement assez pour un trajet quotidien aller-retour boulot. Le faire en vélo en tout cas. On est bien d'accord. Ce qu'il y a, c'est que je suis toujours effaré de toujours ces gens qui disent « Ah oui, et l'autonomie, c'est vrai que en manque de connaissances, en n'étant pas du tout instruit là-dedans, c'est vrai que les gens, la première chose qu'ils se demandent, c'est « Ah, l'autonomie », parce qu'on leur dit toujours que l'électrique, c'est l'autonomie. Mais en vélo, c'est terminé. En vélo, on a des autonomies qui sont... Et on a des temps de charge aussi relativement... oui, en général, je crois qu'en 1 heure, on peut récupérer 80% de la charge, ce genre de choses. Donc, on est vraiment relax avec ça. Donc allez, je mets 2000 pour mon vélo et m'équiper un petit peu. Et j'ai un truc qui me permet en fait d'avoir une vraie mobilité douce, urbaine, et de me rendre au boulot en faisant un peu de sport. C'est pas plus mal. Oui, absolument. Bon, maintenant, il y a le moins, entre guillemets, mais bon, il faut savoir aussi que dans les vélos, il y a des choses, moi je vois passer parfois des prix de vélo, mais c'est le prix de moto. Oui, ça j'en ai aussi. Oui, disons que ça c'est quand on passe sur du VTT full suspendu et qu'on est vraiment sur des machines de guerre entre guillemets, parce qu'il y a moyen de faire des choses incroyables avec ces vélos. Aujourd'hui, j'ai des vélos avec des suspensions de 160 mm et parfois plus. Il n'y a pas ça sur certaines motos, quoi. Non, je veux dire, il y a aujourd'hui des suspensions sur les vélos qu'il n'y avait même pas sur des motos il y a quelques années, quoi. Donc le niveau de suspension est complètement dingue. Alors il y a du carbone, il y a les meilleurs moteurs, il y a les meilleurs freins. Maintenant, même les freins, les disques, c'est du 200. Enfin, c'est la folie. C'est vrai qu'on a des vélos comme ça qui atteignent les 6, 7, 8, 8 000 €. Et encore, dans des marques concurrentes, on voit des marques qui proposent des vélos qui vont jusqu'à 12, 13, 14 000 €. Ça, c'est assez raison dingue. de plus pour les faire entretenir chez un spécialiste. Oui, clairement, oui. Pas question de jouer. On ne va pas... aller faire entretenir une MV Agusta chez le garagiste du coin ou commencer à la démonter soi-même. Il faut aller chez des spécialistes, des gens formés pour ce genre de technologie, que ce soit sur un vélo à 2 000 € ou un vélo à 12 000 €. Il faut, voilà, je ne prône pas mon ami, parce que des spécialistes, il y en a beaucoup, mais
allez chez vos commerçants locaux, allez discuter avec eux, vous verrez qu'ils sont en général de bons conseils et que c'est grâce à eux que vous pouvez avoir des produits fiables, des produits suivis et ne pas être emmerdé quand vous êtes en utilisation de ce genre de véhicule, que ce soit pour des vélos, pour des mobylettes, pour des scooters ou des voitures. Je crois qu'à un moment donné, il faut essayer de se rendre compte qu'il y a des gens autour de nous qui ont du savoir-faire et il faut aller vers eux, quoi. Je vais dire, toi quand tu donnes un conseil, tu vas d'abord écouter ton client, tu veux savoir ce qu'il veut faire avec son vélo. S'il veut changer dans 2 ans, tu seras encore là pour lui dire écoutez, ça va, je vous le reprends, ou enfin bon, voilà, c'est ce qu'on appelle le service en fait, ça me paraît fort important. Arnaud, le temps passe, mais bon, l'émission, il faut qu'elle continue quand même un peu. On va un peu parler d'actu, et puis après, on va faire nos bruits de paddock. Oui, d'accord. Actu. La nouvelle BMW M1000R est équipée du fameux 4 cylindres en ligne refroidi par eau. Basé sur le moteur de la S1000RR, sa puissance maximale est de 210 chevaux à 13 750 tours minute. Par rapport à la S1000R, le régime maximal est désormais à 14 600 tours minute. Des winglets et déflecteurs de vent vous permettent de freiner plus tard, de bénéficier d'une moindre tendance au wheeling, d'accélérer plus tôt grâce à la force aérodynamique descendante. Outre les techniques de transmission et de suspension, l'aérodynamique a également été un élément clé du cahier des charges pour le développement de la 1000R. La nouvelle R est donc dotée d'ailettes dans la zone des panneaux latéraux avant. Déjà à une vitesse de 160 km/h, elles permettent une augmentation de la charge de la roue avant de 11 kg. Toujours chez BMW, la BM 1000RR, cette fois construite pour la course. Avec la poursuite du développement de la RR, BMW Motorrad pose un nouveau jalon dans le domaine des superbikes homologués pour la course. Cette nouvelle MRR est animée par le moteur 4 cylindres en ligne refroidi par eau, conçu pour la compétition et notamment le championnat du monde Superbike. Comme auparavant, sa puissance maximale est de 212 chevaux à 14 500 tours. Le châssis de cette RR repose également sur un cadre-pont en aluminium comme pièce maîtresse. Il est complété par une fourche inversée et une jambe de suspension centrale Full Floater Pro. La vitesse de pointe est massivement augmentée avec une force d'appui considérablement accrue grâce au nouveau carénage, au nouveau winglet M et aux nouveaux enjoliveurs de roues avant avec gaine de frein intégrée. La R et la RR feront l'objet d'un essai sur circuit en Espagne le mois prochain. Toujours chez BMW, la nouvelle BMW R1250 Roadster se présente désormais sous cette forme. Comme auparavant, le légendaire Boxer 2 cylindres est toujours d'une cylindrée de 1254 cm3 et génère 136 chevaux. Contrôle de traction dynamique, nouveau mode de conduite Eco de série, BMW intégra l'ABS Pro et dynamique ainsi que le brake control. Nouveau phare LED avec feu de virage adaptatif en option départ usine. On se réjouit évidemment de l'essayer. La légende Phil Reed nous a quittés à l'âge de 83 ans. Surnommé le Prince of Speed, il a marqué l'histoire de la compétition moto et c'est peu de le dire. Sa carrière légendaire se traduit par 52 victoires et 7 titres de champion du monde en Grand Prix dans les années 60 et 70. Une époque où il pratiquait des passes d'armes mémorables avec de grands pilotes tels que Michael Woolf, Giacomo Agostini ou Barry Sheene. Il est le premier pilote à gagner des titres mondiaux dans les catégories 125, 250 et 500. Dans la catégorie 250, il signe son premier titre mondial avec Yamaha en 64 et 5 victoires inédites pour le constructeur japonais. La saison suivante, il remporte 7 autres courses en Grand Prix. En 68, Phil Reed revient sur le devant de la scène et remporte les championnats 125 et 250 cm3. Il regagne son titre en 71 en 250 et assure la victoire pour MV Agusta dans la catégorie Rennes en 73 et 74 pour enfin quitter la compétition mondiale en 76. Le pilote britannique est décédé à l'âge de 83 ans ce jeudi 6 octobre 2022 chez lui à Canterbury. La Ducati Panigale V4R, toujours numérotée mais plus en série limitée.
Après la Monster SP, la Street Fighter V4 Lamborghini et la Multistrada V4 Rally, Ducati continue de nous présenter son millésime 2023 de moto en étoffant sa gamme de sportives avec une version de la Panigale V4R. Du lourd, du très lourd. Après avoir introduit le moteur 4 cylindres en V sur les Panigales, le constructeur de Bologne a lancé fin 2018 la V4R. Fabriqué pour répondre aux impératifs du championnat du monde Superbike, avec notamment une réduction de la cylindrée de 1108 cm3 à 998 cm3. Pour 2023, la Desmodeci Stradale R de 998 cm3 présente de nombreuses évolutions techniques avec de nouvelles bielles en titane, des pistons repensés ou un profil de cam ajusté. Désormais certifié Euro 5, le moteur présente une puissance maximale de 218 chevaux avec une baisse de 3 chevaux par rapport aux versions précédentes. Cela est principalement dû au silencieux de série plus restrictif. En effet, équipée de sa ligne d'échappement Racing, elle culmine alors à 237 chevaux avec un régime maximal de 16 500 tours. Le département corse a également mis au point une nouvelle huile moteur en collaboration avec Shell afin de réduire encore les frictions et d'assurer 3 chevaux et demi supplémentaires, soit 240 chevaux. Vosges prépare un Trail 900, la 900 DS, une montée en gamme avec le bicylindre utilisé par BMW Motorrad. Un trail polyvalent inspiré par le look des motos européennes. Ce n'est un secret pour personne, les motos de BMW de moyenne cylindrée sont aujourd'hui propulsées par des bicylindres en ligne long-sein. La famille se doit de monter en gamme pour faire face aux concurrents tels que CF Moto avec sa 800 MT ou Benelli avec sa TRK 800. Ça tombe bien, parce que Vosges a justement le bicylindre qu'il lui faut en réserve via le moteur qu'il fournit à BMW. Une version très aboutie du trail chinois a en effet fuité sur le web à travers une série de photos où l'on voit clairement le nom 900DS. La moto présente ici un look inspiré à la fois par la BMW F850 GS et la Triumph Tiger 900. Vu l'état d'avancement de la moto, il y a fort à parier pour que Vosges lève le voile sur ce trail au moment de l'ECMA. Chez CF Moto, on pense présenter très bientôt la 450 SR. CF Moto est sans conteste le constructeur chinois qui monte en puissance sur les marchés occidentaux. Bien porté par une gamme qui a su se moderniser à travers des motos comme les 700 CLX Sport et Héritage ou encore la 800 MT, développée sur la base du bicylindre KTM LC8. La prochaine étape attendue est évidemment la nouvelle sportive de moyenne cylindrée, la 450 SR. Selon la marque, la 450 SR disposera d'une vitesse de pointe d'approchant les 200 km/h, sera capable de réaliser un 0 à 100 en 4 secondes 8, pas mal pour une machine de moins d'1 demi-litre. Le moteur sera également pourvu d'un double arbre d'équilibrage pour réduire les vibrations associées à un embrayage anti-dribble. La partie cycle se montre également légère avec 168 kg, un ABS Bosch, frein radio Brembo à 4 pistons. La modernité n'est pas en reste avec un compteur TFT couleur, port USB ou encore un éclairage LED. Sachant que les 400 NK et 400 GT étaient respectivement aux alentours de 4 900 – 5 500 €, cette 450 SR devrait tourner aux alentours des 6 000 € avec une disponibilité au premier trimestre 2023. Triumph Chrome Edition, 10 motos en édition limitée, magnifiquement finies à la main. Inspiré par le look des motos classiques qui représentent une part importante de l'histoire de Triumph, du réservoir chromé original de la Speed Twin de 1937 au Triton des années 60 et jusqu'à la naissance de la génération classique actuelle, cette nouvelle gamme de superbes éditions limitées célèbre le savoir-faire et l'art qui se retrouve au cœur de l'ADN de Triumph. Toutes disponibles pour 1 an seulement, chacune des 10 nouvelles motos en édition limitée de cette superbe collection apporte une nouvelle version unique et audacieuse à la dernière génération de la légendaire gamme classique Bonneville et Rocket 3, avec un schéma chromé finition main et distinctif, accompagné de nombreux kits d'accessoires Chrome Edition. Rappelez-vous, il y a 2 mois, nous assistions au montage des suspensions Wilbers sur une Harley Davidson. Après plus de 2500 km parcourus, il est temps d'avoir les impressions du propriétaire. Salut Xavier. Salut Thierry. Ça va? Oui, bien. Xavier, il y a environ 2 mois, on assistait en direct à la mise en place
de suspension Wilbers avant et arrière, à la place du combiné d'origine. C'est ta moto, donc tu savais évidemment très bien comment elle fonctionnait avant. Tout à fait. Tu as fait combien de kilomètres depuis ? 3000 environ. Environ 3000 km, donc tu as largement eu le temps de te rendre compte. Alors d'abord, allez, sur les premières 10 minutes quand on a fait le changement, tes impressions c'était quoi ? C'est plus la même moto. D'accord, pourquoi ? Déjà, elle est un petit peu plus haute de l'arrière. Oui. Alors tous les petits défauts, les petites bordures, les petits trous qu'on a sur nos routes, c'est lissé. Je ne dis pas qu'on ne les sort plus, d'accord, mais c'est beaucoup mieux. Ok, ouais. Donc confort, mieux. Oui. Alors tenue de route ? Bien meilleure. Oui. Oui, je trouve. D'accord. On n'a plus cette tendance à un peu saucissonner quand on est dans les grandes courbes. D'accord. Elle est plus rigide. Oui, ok. Ouais. Plus vissée sur sa trajectoire. Exactement. D'accord. Avec peut-être un meilleur retour d'information. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Là maintenant, après 3000 km, est-ce que les choses se sont mises en place ? Est-ce que non, ça reste constant par rapport aux premières impressions ? Oui, je suis conquis. D'accord. Je suis satisfait. Oui. Tu ferais un retour en arrière ? Jamais. Jamais. Oui, à ce point-là. Ouais. Alors bon, c'est un peu délicat évidemment de se dire, bon ok, ça veut dire quoi que les suspensions Harley-Davidson ne sont pas bonnes ? Si je me fais à 300 km sur la 66, pour l'avoir fait personnellement, j'ai pas eu à me plaindre des suspensions d'origine. Hein. Non, mais on est en Belgique et tout le monde sait bien que nos routes ne sont pas les meilleures. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Pour nos routes belges, qui sont un peu catastrophiques par moment, franchement, pour moi, c'est un bon compromis. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire un peu de duo ? Oui, tout à fait. D'accord. Et c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai ressenti encore plus. D'accord. Ouais, ouais. Pourquoi ? Beaucoup plus souple. Avant, j'avais déjà fait du duo une fois avec une amie et derrière, ça tapait vraiment fort. Pourtant, j'avais beau essayer de régler les amortisseurs. D'accord. C'était pas optimal. Ici, fantastique. Ah oui, j'ai même laissé sur mon réglage, parce qu'on peut régler de différentes manières. J'ai laissé sur mon réglage solo, on était deux, magnifique. Impeccable. Ouais, et la moto, en fait, parce que c'est un peu l'avantage du combiné, la moto s'est mise sur la bonne assiette en fait. Oui, c'est ça. La moto en fait est un petit peu relevée de l'arrière, donc c'est vrai qu'elle a un peu moins le style bagger. Dans ce cas-ci, c'est un bagger performance, donc esthétiquement c'est très beau, mais du coup on a plus de débattement. Oui, forcément. Forcément, et c'est le débattement qui donne évidemment tout le confort. Exactement. Écoute, voilà un retour d'info que pas mal de téléspectateurs attendaient, parce que forcément, quand on est sur le prix d'une telle machine et qu'on se dit qu'on va la garder quand même quelques années, je crois sincèrement que l'investissement n'est pas idiot. Oui, non, je suis d'accord. Ouais. D'accord. Bon, toi, tu es dedans toute la journée, puisque forcément tu travailles chez Harley-Davidson Liège. Et c'est bien d'avoir en fait quelqu'un de la boîte, on va dire ça, qui essaye finalement un accessoire, qui le valide physiquement et réellement sur plusieurs milliers de kilomètres. Moi, je trouve ça top. Merci Xavier. Merci aussi Thierry. Patrick, on vient d'avoir les impressions de Xavier. Oui. On avait assisté ensemble au montage d'un système d'amortissement complet avant-arrière Wilbers. Il nous a expliqué qu'il a fait environ 3000 km. Plus jamais il change. Il ne fait plus marche arrière. Pour ma part, on a fait ce reportage au mois de juin. Il s'est donc écoulé environ 3 mois. J'ai eu, sans exagérer, une vingtaine de demandes de téléspectateurs me disant « Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette moto ? Est-ce qu'il est content ou est-ce qu'il n'est pas content ?» Donc, il y a de l'intérêt pour l'information complète au sujet de la transformation des Wilbers. Ça, c'est sûr et certain, oui. Je crois, vraiment. Oui. Surtout sur notre route belge ici. Mais en fait, c'était un peu la conclusion de Xavier en disant que forcément, si tu prends la 66 et tu fais 300 km en ligne droite sur les routes américaines, il n'y a aucun problème. Non, là, tu pourrais même ne pas avoir de suspension. Mais ici, en Belgique, effectivement, c'est pas la même chose. On rappelle évidemment que Wilbers n'équipe pas que des Harley-Davidson. Non, c'est correct. Il y a plusieurs modèles qui vont venir encore. D'accord, je crois que j'ai vu passer d'informations même au sujet de BMW. Oui, correct. Voilà, donc maintenant on peut même équiper sa GS, qui est quand même une des motos les plus vendues au monde, si pas la moto la plus vendue au monde. Correct. Voilà. Il sait même remplacer le système ESA de BMW. Oui. Et donc ça c'est important parce qu'on croit que si on touche à ce système qui est relié à une unité centrale, on va avoir des problèmes, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est surtout
Pour le client, ils ne doivent plus ne rien faire. Oui. Et ils roulent toujours dans la bonne position avec le débattement le maximum. Oui. Ça, c'est un avantage. Ça, c'est l'avantage, exactement, oui. C'était aussi la conclusion de Xavier, c'est qu'en roulant en duo, la machine se comportait de manière également identique, totalement neutre. Donc ça, c'est vraiment bien. On va quand même revenir sur le prix. Oui. Le prix de vente. Pour équiper complètement une moto comme ceci, on est à combien? Ben, le système coûte 1830 €. Oui. Et pour le montage, je calcule encore une 200 € à plus. D'accord, donc on est aux alentours de 2000 €. Oui. Donc, alors sincèrement, moi je ne suis en train de vendre quoi que ce soit ici, mais simplement c'est de l'essai grandeur nature. Là on se rend compte évidemment de tous les avantages liés à un changement de suspension. Non pas que les suspensions d'origine soient mauvaises sur les motos, mais on a réellement un plus et on a une facilité d'utilisation. Donc quand on voit le prix de certaines machines, dont notamment celle-ci ou chez Harley-Davidson ou même chez d'autres constructeurs, à l'achat d'une moto neuve, je crois que c'est un véritable investissement de confort de se dire je vais équiper ma moto avec ça. Ça c'est correct. Ok Patrick, ben écoute, on se revoit bientôt, merci. Bien sûr, à la prochaine. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. Bon, voilà pour une actu un peu chargée avec des belles perspectives et des belles motos qu'on aura bientôt l'occasion d'essayer, on en a déjà parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les paddocks? Les paddocks, ils sont agités. Hein. C'est la fin de la saison, maintenant il y a tous les titres, sauf un en Moto 3 qui est en fait, c'est Izan Guevara qui a gagné le championnat Moto 3. Un petit jeune qui était à seulement sa deuxième saison en Moto 3, qui est vraiment un petit jeune. Qu'on retrouvera en Moto 2 alors? Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas encore prévu du moins. Mais reste encore la place de vice-champion entre Sergio Garcia et Denis Foggia. Et Denis Foggia, pour le moment, est en train de remonter. Donc, à mon avis, la dernière course de l'année à Valencia, ça va vraiment être un combat entre Foggia et Garcia pour la place de vice-champion. Et je pense que ça va être chaud. J'ai regardé la course Moto 3. J'étais de nouveau étonné en Malaisie des freinages où ils arrivent à 5 de front. Comme ça, et tu te dis, mais il n'y a que cette catégorie qui propose comme ça des... Les mecs, c'est bagarre générale. T'es premier, un tour après t'es cinquième, c'est vraiment... Je suis étonné des vitesses de pointe maintenant aussi des Moto 3. Ça commence à aller vachement vite pour des gamins quand même, parce que bon, c'est souvent quand même vraiment des petits jeunes. C'est incroyable, là, ça a 16 ans, 50 kilos et punaise, ça se bagarre. Ouais, ils ont les dents longues. Comme en Moto 2, notre cher ami japonais, notre ami Ogura, qui était en tête du championnat, a fait la bourde de l'année, selon tout le monde. Enfin, il n'y a rien à faire. Dans le dernier tour, il a chuté. Il perd beaucoup là. Là, il perd beaucoup. Il aurait pu assurer. En même temps, on voit qu'il a voulu avoir le punch de se dire tiens, tu sais quoi, je vais gagner cette course. Et il voulait la gagner. Panache. Mais il a fait une erreur. Voilà, il a fait une erreur, il a perdu la moto et il a fait 0 points, ce qui a permis à Augusto Fernandez de revenir. Et donc maintenant, il y a 9 points de différence. Grosse tension pour le dernier GP. Oui, ça va être pour le dernier GP. En Moto 2, ça va être chaud. Et je me demande, ça va être très chaud entre Ogura et Fernandez. Et ça va être compliqué. Je serai incapable de dire... forcément, mais ça va être passionnant. Oui, ça c'est sûr. La course va être belle. En MotoGP, la course était belle. C'était une belle course. Oui, absolument. Ouais. J'ai regardé ça. J'aime beaucoup Quartararo. Je serais heureux qu'il soit une deuxième fois champion du monde. J'aime beaucoup. Les chances sont minces. Hein. Ouais, j'aime beaucoup Bagnaia parce que je trouve que c'est un pilote qui d'abord, sa manière de piloter, c'est joli, c'est beau. Il est très doué, il est très fort, il a une très bonne moto. Ça, c'est clair que cette année, il a la meilleure moto. Mais bon, il aurait gagné, j'aurais été heureux aussi. Donc, c'est rare que le titre arrive à l'un ou à l'autre, ça me soit égal en fin de compte. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faudrait un miracle pour que Quartararo gagne le championnat cette année. Et le miracle, en fait, ce serait que Bagnaia
ne termine pas la course de Valencia, ce qui est quand même peu probable. Oui, et Quarta gagne. Oui, et que Quartararo parce qu'il y a gagne. 23 points de différence. S'il gagne, il en marque 25, il gagne le championnat avec 2 points d'avance. Je trouve l'éventualité peu probable, mais tout peut arriver. En course, on a déjà vu des choses assez incroyables. Alors ça a été un championnat finalement en deux teintes, avec un début de saison relativement dominateur de la part de Quarta, qui avait l'air de vouloir confirmer son titre, et puis l'explosion et l'effondrement de Yamaha et l'explosion de Ducati et de Bagnaia, qui gagne quand même 7 Grands Prix sur la saison, donc il mérite aussi largement d'être champion du monde. Oui, bien sûr. Oui. Mérité, il l'aura mérité, c'est sûr. Maintenant, il y a Alex Espargaro et Bastianini qui ne sont plus qu'à 1 point de différence pour la place de 3e, et je pense que ça va se disputer ferme, y compris avec Jack Miller qui disait qu'en termes de championnat, être 3e ou 4e avait une forte influence en termes d'argent. Bon, ça veut dire qu'il y a des primes qui sont données en fonction des classements, et donc là, il court pour aussi beaucoup de sous. Donc la place de 3e va être fort disputée. Ceci dit, Espargaro et notamment Aprilia ont été largement décevants lors du dernier GP. Oui, tout à fait. Enfin, décevants, oui, en tout cas pas à leur place. Oui, ils étaient 10-12 dans ces eaux-là, quoi. Alors bon, on a le phénomène Marquez, ok, il revient, ok, il a fait une chouette qualif, mais bon, on a un peu l'impression que les 4 cylindres sont à la peine. C'est sûr que le V4 pour le moment domine et que le V4 a l'air d'être, je dirais, l'architecture la mieux née. Maintenant, quand on voit quand même que bon, apparemment les essais ont permis à Quartararo d'essayer le nouveau moteur 2023, et des évolutions 2023, et le lendemain il repartait, je ne sais plus pour quel GP, en disant si seulement je pouvais avoir les motos, les pièces, la moto que je viens d'essayer pour le reste de la saison, il dit ce serait fabuleux, ce qui n'est malheureusement pas possible. Mais ça veut dire aussi qu'il est relativement positif, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il a signé 2 ans supplémentaires chez YAM, c'est qu'il pense que YAM est capable d'aller sortir la moto qu'il faut, et Crutchlow, pilote d'essai et pilote titulaire avec le RNF, dit voilà, je ne suis pas certain qu'Yamaha ait besoin de la moto la plus puissante. Et on le sait, et c'est évident. Là, on va dire que le creux entre une Ducati et une YAM, c'est sûr qu'il y a un déficit de puissance qui est trop élevé. Il faut absolument il faut le combler. Voilà, il faut le combler. Donc, voilà. Mais Honda a fût de ses armes aussi. Hein. Normalement, ils vont nous sortir quelque chose de totalement neuf aussi, ou en tout cas de plus performant encore, pour essayer de coller justement à cette Ducati. Bon, ben voilà, on attend avec impatience ce dernier GP. Ça va être un GP qui va forcément, comme toujours à Valencia, être dans chaque catégorie. Oui, dans chaque catégorie, il va être une fête parce que c'est la fin d'une saison. Il faut se rendre compte aussi que ces gars empilent, cette année, ils ont empilé combien ? 19 ou 20, je crois. 20. Et l'année prochaine, c'est 21. C'est énorme. Hein. Et les pilotes commencent à dire allez-y mollo, quoi. Je veux dire, l'air de rien, et il y a les voyages. Enfin, il faut quand même se rendre compte que faire tous ces voyages, continuer à s'entraîner, ces gens ont des familles, des familles, c'est leur équipe, leur famille, j'ai envie de dire, mais ils ont quand même... Oui, ceci dit, bon, il n'y a personne qui leur met un revolver sur la table pour le faire, mais c'est lourd pour tout le monde, c'est lourd pour les équipes, c'est lourd pour la logistique, parce qu'il faut déplacer un MotoGP qui se déplace, c'est quelque chose, ne fût-ce que les hospitalities et les camions, tu te dis, ça fait aussi des gros budgets, et donc tout ça fait qu'à un moment donné, il ne faut pas aller trop loin, effectivement. Okay. Alors, il y a quand même une dernière chose qui est à retenir et qui me paraît, je dirais, l'info de l'année, c'est qu'en fait, on va tout droit vers une année magnifique et incroyable pour Ducati. Oui. Parce que là, entre guillemets, le titre est quasi acquis en MotoGP. Titre constructeur, de toute façon. Oui, mais titre pilote, bon là, on vient d'en discuter, il y a de très 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 fortes chances. Et Alvaro Bautista, le week-end prochain, est censé pouvoir gagner le championnat en World Superbike. Donc ça voudrait dire que cette année, il y a de fortes chances que Ducati remporte Superbike et MotoGP. Ce qu'ils attendent depuis bien longtemps. Oui, de ce qu'ils attendent depuis bien longtemps, et ce qui sera tellement mérité, parce que ils ont bossé, c'est eux qui ont le plus bossé, il n'y a rien à faire. Oui, quand on voit l'évolution de la moto, même en extérieur, même pour des néophytes,
la manière dont cette moto s'est transformée, même en aérodynamique, c'est assez impressionnant. Quoi. Tous les autres ont suivi. Tous les autres ils n'ont pas eu le choix, de toute façon. Ils n'ont fait que emboîter le pas et essayer de suivre la cadence. Et donc, chapeau à Ducati d'avoir fait des avancées et des motos aussi fiables. Tout à fait. Alors, un dernier petit mot à propos de Barry Baltus en Moto 2. Donc, lui, il s'est malheureusement cassé la cheville. Oui, il s'est fait percuter. Et donc, malheureusement, sa saison est finie. Mais sur une note quand même assez positive. Il a pas mal roulé, il a évolué. Et maintenant, il a l'hiver pour récupérer et revenir en pleine forme. Voilà. Et je pense que l'année prochaine, il va encore se rapprocher de la tête. Et donc, à mon avis, il sera entre les 5 et 10 régulièrement. Et vivement l'année prochaine. Oui, je crois que la saison prochaine s'annonce passionnante. Les bruits de paddock, on les retrouve le mois prochain, évidemment, pour la conclusion et tirer des lignes sur ce qui s'est passé et attendre l'hiver, se préparer à l'hivernage pour la saison 2023. On va se quitter, Arnaud, tout doucement. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Avant, je voudrais vous dire que le mois dernier, on avait fait pas mal de concours avec des cadeaux à gagner. Ces cadeaux vont arriver là chez les gagnants. J'étais pas beaucoup à la maison ces derniers jours, mais là tout est prêt à partir. Donc vous allez recevoir vos cadeaux et en tout cas les gagnants vont recevoir leurs cadeaux prochainement. Nous, on se retrouve dans un mois et on va refaire quelques milliers de kilomètres pour se retrouver au Maroc et pour finir cette émission sous le soleil et dans le désert. Dans un mois. Alors, la plupart d'entre vous me connaissent comme journaliste. En fait, ici, on est dans mon atelier, on est dans l'atelier de Green Bike. J'essaye d'orienter la clientèle moto de mon garage de plus en plus vers ma passion, donc ça veut dire des préparations pistes. Ce commerce est différent dans le sens où, en fait, je l'ai acheté tel quel avec un magasin de vélo. Mais donc, le showroom est principalement vélo. Alors, on est aussi concessionnaire de la marque Sim pour les scooters qui sont vraiment des produits de qualité avec beaucoup de fiabilité. Et donc, on essaye de lier un petit peu l'utile à l'agréable ici, où on mixe le vélo, la moto et les scooters dans le même commerce. Ibrahim, merci. On arrive au terme de cette émission numéro 51. Comme d'habitude, évidemment, on se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, je vous dirai peut-être une fois, de manière différente, gaffe sur la piste. Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. À l'Universel. L'Universel, c'est un large choix de scooters, motos, toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise. L'Universel vous accueille dans ses 5 concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chennai, Herstal, Serein et Verviers. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux 2 roues de stock.